déjà, merci aux personnes qui sont là. Donc, en fait, l'idée, c'était de vous proposer un atelier un petit peu interactif. L'idée, c'est vraiment d'échanger à travers des petits exercices. On a préparé un petit quiz pour déterminer quelles sont les clés pour réussir un peu, avoir, on va dire, les bonnes bases pour réussir la phase de research. Peut-être pour déjà me présenter aussi rapidement. Donc, moi, je suis Anaïs Valentin et je suis responsable de la User Research chez Fairpection depuis 4 ans maintenant. Et je vais laisser aussi Mathieu se présenter, même si on ne le voit pas, c'est pas grave, on l'entend, c'est déjà ça. Et du coup, Mathieu, de mon côté, j'ai la seconde casquette expertise après Anaïs de Fairpection, où moi, je m'occupe plutôt de l'expertise sur l'UX design. Donc, à nous deux, on forme le bloc d'expertise sur l'UX dans son ensemble. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude, maintenant, depuis quelques temps, de présenter des workshops, des ateliers, des conférences tous les deux pour montrer les aspects aussi bien recherche que mise en pratique des insights qu'on a pu trouver par la suite. Du coup, qui sommes-nous Fairpection? On est donc une entreprise spécialisée dans l'UX Research et en fait, on accompagne nos clients dans l'optimisation du coup, de leur expérience utilisateur pour vraiment convertir les besoins en levier pour le business, tout simplement. Et donc, on accompagne nos clients dès la phase, on va dire, vraiment de réflexion et de conseil sur la stratégie d'études à mettre en place pour pouvoir récolter les bons insights qui vont être à la fois fiables et à la fois utiles pour justement s'en servir et pouvoir délivrer par la suite des recommandations qui soient opérationnelles et actionnables rapidement. Et aujourd'hui, on est une vingtaine. Je pense même que là, on est un petit peu plus de 20. L'année dernière, donc en 2020, on a délivré plus de 150 projets, dont un tiers à l'international. Donc, on répond autant à des besoins partout dans le monde. On a à cœur de vraiment mettre la satisfaction de nos utilisateurs, donc de nos clients, au cœur de notre offre. Et donc, c'est quelque chose qu'on suit de près. Après chaque projet, on met en place ce qu'on appelle un feedback call où on justement collecte un peu les feedbacks de nos utilisateurs à nous pour être dans l'amélioration continue. L'idée, ça va être de faire dans un premier temps une petite introduction sur les bonnes bases de l'UX Research et ce sera Mathieu qui va nous expliquer ça. Ensuite, on a, comme je disais, un petit quiz. L'idée, c'est vraiment que ce soit plus un prétexte pour échanger autour de certains sujets. Et puis, pour finir, si on a le temps, mais on devrait avoir le temps, il y aura un petit cas pratique. Donc, on vous donnera un brief avec comme si on était dans la peau d'un client. Et l'idée, c'est que vous réfléchissiez à quel dispositif justement du UX Research vous pourriez mettre en place pour répondre à ce besoin. Déjà, en fait, pour mettre en place, pour voir ensemble ce que sont les bases de l'UX Research, l'idée de l'UX Research, si on essaye de la simplifier au maximum, c'est se poser les bonnes questions. Et pour se poser les bonnes questions, on peut mettre en place tout un tas de choses derrière. Mais même se poser ces bonnes questions, elles peuvent venir aussi de différentes parties prenantes en interne de l'entreprise, en externe de l'entreprise. Et c'est ça un peu qui fait un peu l'étincelle qui va démarrer le moteur par la suite, c'est les questions qu'on va se poser. Par exemple, là, ici, c'est un écran, dans l'écran qu'on vous présente, il y a différentes interrogations que nos clients peuvent avoir quand ils viennent nous voir avec justement des besoins. Et on peut voir qu'en fait, l'UX Research, c'est une question, c'est se poser des questions tout au long des étapes. Il y a une question en entrée, c'est-à-dire par exemple ici, je suis un challenger sur mon marché, quels sont mes points forts sur mon secteur, comment me démarquer de la concurrence, pardon. Ça, c'est le besoin du client, c'est le besoin d'en interne que vos équipes peuvent avoir, etc. C'est vraiment ce qui va venir en fait nourrir la recherche. Et pour mettre en place de la recherche, on va partir d'une question pour poser d'autres questions. Sauf que pour poser ces questions, il ne faut pas tout simplement se lancer un peu tête baissée en disant quelle méthodologie on va essayer de mettre en place pour répondre à ces questions. On a plein de choses à voir avant de parler de méthodologie d'études, tout simplement parce que ces questions qui sont le point d'entrée à toute la base de la recherche
elles peuvent être multiples. Elles peuvent avoir comme sujet principal une étude de marché, elles peuvent avoir comme sujet quelque chose de très technique, technologique, digital, ça peut être quelque chose de très transverse, omnicanal, ça peut être tout simplement comprendre un peu mieux notre cible, ça peut vraiment avoir plein de formes différentes. Et pour justement pouvoir cadrer correctement, on a besoin d'étudier ces différentes formes. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on met en place de la démarche, une démarche de recherche utilisateur, nous, c'est une réflexion qu'on fait en 3 temps. Le premier temps, comme je le disais, tout est une question, 2 questions justement. Donc ça va être lesquelles on va se poser, lesquelles on va se poser aussi bien en interne, en externe, etc. Et déjà, le premier point, avant comme je le répète encore une fois, mais avant de parler de quelconque moyen, de méthode à mettre en place, on va déjà se recentrer sur un peu le pourquoi de l'étude. Donc, la première chose qu'on vous conseille de faire, c'est de rebalayer et définir clairement l'ensemble de vos contextes et de vos enjeux. Parce qu'en fonction de ça, ça va déterminer tout le reste de l'étude. Une autre chose qui est aussi intéressante de faire, ça va être de lister les différentes interrogations que vous pouvez avoir justement par rapport à vos enjeux et vos contextes. Et comme on va le répéter, je vais le répéter, vous l'aurez dans les slides, c'est à chaque fois une question de priorisation. C'est-à-dire que vous pouvez lister toutes vos interrogations. Suite à ces interrogations, vous allez définir vos objectifs précis pour cette étude-là et cette démarche de recherche. Mais par contre, avoir une liste d'objectifs longue comme le bras, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Il faut une liste d'objectifs qui va être priorisée. C'est-à-dire quel est mon objectif prioritaire, secondaire, et quels sont les objectifs bonus qui gravitent autour de tout ça. Qu'est-ce que je veux apprendre clairement à travers cette phase de recherche. Et peu importe le moyen qu'on mettra en place, il n'existe pas une méthode qui pourra répondre à l'ensemble des objectifs en une fois. C'est pour ça qu'on parle de priorisation. C'est parce qu'on sera obligé de, comme un puzzle, en fait, de construire avec plusieurs pièces la méthode pour répondre à vos enjeux. Et pour savoir quelle pièce mettre à quel moment et par laquelle commencer, ça va être la priorisation de vos objectifs qui va définir tout ça. Une fois qu'on a défini ces objectifs, nous, on vous conseille de formuler des hypothèses pour ces objectifs-là. Donc, est-ce que c'est des choses qui paraissent vraisemblables, d'autres invraisemblables? Est-ce que vous avez déjà des convictions qui sont basées sur des faits que vous pouvez avoir en interne? Par exemple, des clients, quand ils viennent nous voir parce qu'ils ont envie de refondre leur application ou leur site Internet, bah, cette hypothèse de dire que c'est une refonte qu'il faut, est-ce qu'elle est basée sur un ressenti personnel? Est-ce qu'elle est basée sur de la data qui est chiffrée grâce à des Google Analytics ou à d'autres outils de captation comportementale? Il peut y avoir plein de choses. Et une fois qu'on a défini tous ces points, c'est-à-dire le contexte, nos interrogations, les objectifs, nos hypothèses, on va commencer à se parler aussi de la cible, à qui je veux m'adresser et pourquoi je veux m'adresser à cette cible-là par rapport aux autres. Une fois qu'on a fait cette partie, on va dire, de lister toutes ces bonnes questions à se poser, on arrive dans un second temps de la réflexion. Du coup, le second temps, ça va être de définir les livrables attendus. Et par les livrables, on entend aussi bien le fond que la forme. Quels sont les enseignements que vous attendez? Donc aussi bien, comme je le disais, en fond, quel est le fond des enseignements que vous attendez, mais quelle forme ils doivent prendre aussi. Et ça, c'est une partie qui est malheureusement trop souvent oubliée quand on met en place une démarche de recherche. C'est qu'on va se dire, OK, c'est ça mon objectif, du coup, je vais mettre en place telle méthodologie. Mais OK, on a vu le point de départ, mais quel est ton point d'arrivée? Où est-ce que tu veux arriver grâce à ces résultats? Et ces résultats, qu'est-ce que tu veux en faire derrière? Est-ce que c'est pour faire passer à la direction? Est-ce que c'est pour les équipes opérationnelles? Est-ce qu'au final, ça doit être des résultats qui doivent être présentés de façon très pratique avec une liste de recommandations à la fin, peu importe l'insight du début, ou alors c'est l'insight qui fait la valeur de la recherche? Qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'aussi, en fonction des résultats que vous le souhaitez, le moyen ne sera pas toujours le même à mettre en place. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important et nous, on conseille vraiment de le mettre en place comme un vrai temps de la réflexion. Et sachant que, comme on le met un peu dans l'encart qui est juste en dessous, les livrables, ils sont vraiment protéiformes. C'est qu'ils ils sont assez multiples.
Et l'idée, c'est d'essayer de trouver le meilleur livrable possible en fonction de vos objectifs et de vos besoins. Encore une fois, ça doit toujours s'adapter à vos objectifs de départ. Et une fois qu'on a fait du coup ces 2 phases de réflexion, toute la partie cadrage et ensuite la partie construction de définition des livrables, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, c'est-à-dire vraiment plus dans un troisième temps de la réflexion, on va commencer à créer notre démarche méthodologique. C'est-à-dire que par rapport à toutes les questions qu'on s'est posées sur notre cible et pourquoi cette cible-là, on va commencer à définir déjà si on veut l'adresser avec une méthode qualitative ou quantitative. Comme je parlais tout à l'heure, je prenais l'image du puzzle, on va commencer par rapport au quali, quanti, au mix des deux, à définir toutes les pièces du puzzle qu'on veut imbriquer ensemble pour construire notre démarche. Est-ce que c'est un mix quali-quanti? Et si c'est un mix, est-ce que je commence par le quali? Est-ce que je commence par le quanti? Est-ce que je fais les deux en parallèle? Et pourquoi? Quels sont les liens aussi par rapport à la définition de mon ciblage et la taille de mes échantillons? Parce que ça dépend des méthodologies. Savoir, on reviendra dessus tout à l'heure en vous posant quelques questions à ce sujet-là, mais entre un cœur de cible ou une cible élargie ou alors du national représentatif, on peut avoir plein de choses en taille d'échantillon. Et pourquoi on va dresser de telle façon en fonction, encore une fois, de nos objectifs. Et une fois que tout ça c'est fait, on va définir aussi les étapes du planning pour que derrière, on puisse basculer sur la mise en place et le setup de toutes les phases logistiques pour réaliser la démarche de la meilleure façon possible et en essayant de rien oublier. Et c'est ce qu'on répète une nouvelle fois dans l'encart qui est juste en dessous, mais c'est un point qui est souvent, qui est malheureusement fait avec quelques raccourcis, et nous on le voit au quotidien chez nos clients, c'est que la méthodologie doit être choisie en fonction de vos objectifs et c'est pas parce que vous avez une idée, du coup on va faire telle méthodologie qui doit venir guider toute la réflexion derrière. C'est vraiment vos objectifs, vos contextes, vos enjeux qui fait le cœur de votre réflexion et tout doit se baser à partir de ça et non l'inverse en disant de toute façon j'ai les moyens de faire, je dis n'importe quoi, mais par exemple qu'un sondage quantitatif, donc tous mes objectifs vont être liés à la possibilité de faire un sondage quanti. Il existe des tonnes et des tonnes de façons de réaliser des études. Il y a des versions dégradées avec les formats guérilla test, il y a des versions instituts d'études qui sont plus demandeuses en termes de logistique. Voilà, il existe vraiment un éventail des possibles qui est très large et on trouve toujours un moyen, que ce soit un moyen light ou assez complet, de répondre à ces attentes. Mais à chaque fois, on doit bien avoir l'objectif comme cœur de la réflexion. Merci Mathieu. On va pouvoir passer au quiz. Alors, l'idée, c'est vraiment de, comme je vous le disais, c'est un peu de se servir des questions comme mode d'échange autour des réponses. Donc, je vais lancer le sondage, mais l'idée, c'est pas de répondre à tout d'un coup. Voilà, vous pouvez répondre à la première question et puis justement, on verra au fur et à mesure les réponses. Première question, c'est en UX Research, donc combien d'utilisateurs faut-il interroger? 5, 10 20 ou 50, ou aucune de ces réponses. Je vous laisse répondre si vous pouvez. Vous pouvez répondre à tout d'un coup. Du coup, on va prendre 5 minutes pour que vous répondiez à toutes les questions et puis on les débriefera après, du coup, dans un deuxième temps. Alors, je vais mettre fin au sondage, même si je crois qu'il y a encore une personne qui n'a pas fini, mais ce n'est pas très grave. De toute façon, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de se servir de ces questions-réponses pour discuter. Donc, si on reprend la première question qui était donc en UX Research, combien d'utilisateurs faut-il interroger? Donc, on avait 5, 10, 20 ou 50 ou aucune de ces réponses. Alors, la majorité a répondu aucune de ces réponses et puis il y a eu quelques réponses autour de 5 et 10. Et effectivement, la bonne réponse, alors, c'était une question piège, hein, évidemment, pour commencer. Mais la bonne réponse, c'était aucune de ces réponses, dans le sens où il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Tout va dépendre, comme le disait Mathieu, en fait, déjà
quand on va pouvoir définir des objectifs. Donc, savoir vraiment ce qu'on veut faire avec une phase de research, quelles sont les réponses qu'on veut obtenir, qu'est-ce qu'on veut faire de cette étude. Et tout ça, ça va nous amener à choisir à la fois la méthodologie et l'échantillon. Mais en fait, c'est ces 3 éléments qui vont permettre de définir le nombre d'utilisateurs qu'on va pouvoir interroger. C'est à la fois les objectifs et qui vont permettre de découler sur le choix de la méthodologie qu'on va mettre en place et du coup, l'échantillon aussi qu'on va venir interroger. Donc du coup, sans autres éléments plus précis, en fait, on ne peut pas vraiment savoir si effectivement il faut interroger 5 utilisateurs, 10, 100, 400. Il n'y a pas de réponse absolue, on va dire, à cette question. Encore une fois, c'était une petite question piège pour commencer. Désolée. La deuxième question. Alors du coup, la question, c'était, vous souhaitez interroger lors d'entretiens individuels des femmes de 45 à 65 ans, acheteuses de produits cosmétiques, pour comprendre leur habitude beauté. Combien faudrait-il en interroger? Donc, parmi les réponses, on avait moins de 5, entre 5 et 10, entre 10 et 15 et plus de 15. Ouais, et du coup, là, c'est assez partagé, même s'il y a une petite majorité sur entre 5 et 10. Et du coup, nous, ce qu'on vous conseille de faire avec une question comme celle-là et un cas comme celui-ci, c'est déjà de se dire, des entretiens individuels, c'est une méthodologie qui est qualitative. Donc, à partir de là, c'est déjà un volume, un nombre, un échantillon qui est, entre guillemets, assez restreint et qui doit être représentatif de notre cible. Donc là, ici, c'est le cas. Donc, on a des femmes entre 45 et 65 ans qui sont des acheteuses de produits cosmétiques. Donc, on a déjà resserré le besoin. Et le but de ces entretiens-là, ça va être, comme c'est marqué, d'explorer les habitudes, les attentes. Et l'idée, c'est, en fait, pendant longtemps, dans le monde de l'UX et de la recherche utilisateur, on avait un postulat de dire qu'il fallait 5 utilisateurs pour trouver 80% 80% des problèmes rencontrés. Et en fait, avec le temps, on s'est aperçu que déjà ce nombre-là de 5 qui était trouvé par Nielsen dans les années 90, qui a fait foi pendant très longtemps, entre guillemets, est devenu un peu désuète, tout simplement que déjà, il y a 2 choses. C'est que ce nombre a été trouvé à la fin, je ne me souviens plus exactement la date, mais courant 90. Et le digital entre il y a 30 ans et aujourd'hui a quand même fortement évolué. C'est-à-dire que ce qu'on met en place, c'est des solutions qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus multiples et diverses aujourd'hui. Ce qui fait que 5 utilisateurs est un peu plus restreint. Et surtout, à l'époque, on parlait seulement de problèmes d'utilisabilité, c'est-à-dire vraiment les problèmes fonctionnels. Et ici, par exemple, avec cette cible-là, on va parler à la fois des besoins, des problématiques fonctionnelles, c'est-à-dire quand ils vont sur le site, ça peut aller de Guerlain à Sephora et de toutes les marques de cosmétiques qu'on peut leur faire tester. Ils vont avoir besoin de tester un parcours, mais en même temps, on aura besoin de comprendre aussi leurs habitudes, leur contexte, leur usage. Et c'est pour ça qu'avec ce type de méthodologie-là, nous, on conseillerait plutôt d'interroger entre 7 et 9 utilisatrices, qui donnent le compte ici. On vous a mis une réponse de 8 pour faire une moyenne, pour à la fois avoir les besoins, on va dire, pratiques et techniques liés au digital de le parcours est utilisable, mais en plus de ça, de tous les éléments qui viennent compléter l'expérience qui est vécue par les utilisatrices sur leurs besoins de cosmétiques. Et oui, du coup, pour compléter juste ce que tu disais, Mathieu, c'est que l'idée aussi, c'est de te dire que là, on est déjà quand même sur une cible assez alors restreinte, c'est un grand mot, mais en tout cas, on va le détailler après, ce qu'on appelle une cible potentielle. Donc, on a une tranche d'âge qui est déjà assez restreinte sur une catégorie de produits similaires, donc des comportements qu'on va pouvoir, même s'il va y avoir des disparités, mais en tout cas des comportements similaires, en tout cas sur une catégorie de produits. Et aussi, on est sur une cible B2C, ça c'est important aussi d'avoir ce critère en tête. Donc voilà, comme disait Mathieu, on va être autour de 8 utilisatrices dans ce cas-là, puisqu'on était sur des acheteuses de produits de beauté. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est qu'il faut aussi déjà penser à la consolidation des résultats. Donc si par exemple, on avait été sur une tranche d'âge un petit peu plus large, je dirais n'importe quoi, 18 à 65 ans, là, 8 utilisatrices, ça aurait été un petit peu juste, parce que
du coup, ça veut dire que dans notre échantillon de 8 personnes, on va vraiment avoir des disparités, notamment en termes d'âge et donc en termes aussi d'utilisation de produits de beauté. Et donc, finalement, ça va être assez difficile de consolider, par exemple, ce que vont dire, je dis n'importe quoi, deux utilisatrices de 18 à 25 ans. Voilà, on va se retrouver du coup sur des petites tailles de sous-échantillons. Et donc là, il aurait fallu avoir un petit peu plus de monde. Du coup, on va passer à la question 3, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, la question était, vous souhaitez élargir votre offre avec un nouveau produit afin de vous positionner sur une nouvelle cible. Quelle est a priori la méthode la plus adaptée pour commencer? Donc, on avait le choix entre un sondage quantitatif, des entretiens individuels, un A/B test ou un test utilisateur sur prototype. Et du coup, donc, les réponses, pareil, sont un petit peu... Alors, personne n'a choisi l'A/B test. La majorité ont choisi des entretiens individuels. Et après, c'était un petit peu partagé aussi entre sondage et test utilisateur. Et du coup, Mathieu, comme on a switché, je te laisse reprendre aussi cette question-là. Ouais, pas de souci. Le but dans un cas comme celui-là, ça va être de comprendre cette nouvelle cible. Et pour comprendre cette nouvelle cible, quels sont ses usages, quelles sont ses habitudes, quel est son contexte, nous, on conseillerait de commencer par des méthodologies qualitatives. Donc ici, plutôt des entretiens dans le choix des réponses qui étaient proposées. Et ce qui est pratique en fait avec ces entretiens-là et cette méthode qualitative, comparée à des tests utilisateurs où on aura déjà un prototype, on aura déjà quelque chose de créé, c'est qu'on peut partir entre guillemets d'une feuille blanche pour discuter avec ces différentes personnes. Tout simplement parce que c'est leurs réponses qui vont nous permettre de construire la solution qu'on voudra mettre en place pour cette nouvelle offre, ce nouveau produit. Après, ça, et j'amène juste une nuance supplémentaire sur la réponse du qualitatif ici, c'est le qualitatif aura beaucoup de force de commencer par ça, mais après, ça sera intéressant aussi de venir consolider les différents résultats avec un sondage quantitatif, justement pour venir valider les différentes tendances que les entretiens vont nous donner. Comme Anaïs le disait tout à l'heure, tout est une question en fait de consolidation des résultats. À quel moment on dit que les résultats en l'état, ils font foi et on peut baser notre travail dessus, et à quel moment on doit se dire que on a besoin de les développer un peu plus. Ici, vu que c'est quand même une première, enfin c'est vraiment la première pierre d'un nouveau produit, on a besoin entre guillemets de s'assurer que la direction qu'on prend est la bonne. Et c'est pour ça qu'on peut trouver intéressant, une fois que les entretiens ont été faits, de lancer un sondage d'un questionnaire quantitatif pour venir justement valider les tendances qui ont été trouvées dans le quali pour mettre en place ce nouvel outil. Je rebondis sur une question d'Alexandra dans le chat qui dit: dans le cas où le produit n'existe pas, est-ce qu'il serait plus pertinent de commencer par du qualitatif, par exemple déterminer la cible à rencontrer pour des entretiens? Alors, la question qu'on peut se poser dans ces cas de figure-là, c'est: est-ce que je commence par du quanti? Est-ce que je commence par du quali? Dans l'idée où, de toute manière, les deux sont très intéressants. Si on sait déjà quelle cible on veut atteindre avec ce nouveau produit, avec cette nouvelle offre, cette cible, on la connaît déjà. Du coup, on peut directement aller la cibler pour faire des entretiens. On a des tendances et ces tendances, on va venir les valider avec du quanti. Donc, une fois qu'on sait qui on veut targeter, on conseille de faire du quali puis du quanti. Par contre, si j'ai une idée qui est plutôt nouvelle sur le marché et que je ne sais pas encore spécialement si elle s'adresse, je prends des exemples quelconques, mais elle s'adresse à du B2C, à du B2B, si elle s'adresse à quelle tranche d'âge, etc. Dans ce cas-là, si on a vraiment une très mauvaise connaissance de la cible, on peut commencer par du quantitatif pour justement découper et trouver qui sont mes cibles potentielles. Et une fois que le sondage quantitatif nous a permis de définir les contours de cette nouvelle cible qui serait intéressée par mon nouveau produit, on peut les rencontrer avec du qualitatif justement pour aller creuser le besoin et les attentes plus spécifiques de ces cibles-là. Donc, encore une fois, quali et quanti ou quanti et quali, tout dépend de votre contexte de début, des connaissances que vous avez déjà aujourd'hui.
C'est vrai que, on va dire, dans l'idéal, ça serait super intéressant de faire une première étude de ciblage en quantitatif. Ensuite, une fois qu'on a identifié la cible, d'aller sur du quali pour vraiment explorer, faire ressortir plein d'insights qu'on va ensuite pouvoir recreuser et confirmer en quanti. Après, c'est vrai que dans les faits, il y a souvent des questions de budget et que du coup, faire deux quanti à deux étapes différentes, en général, c'est plus pratique on va dire, de regrouper. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a aussi des questions de priorité. Mais oui, en tout cas, comme tu disais, Alexandra, et comme disait Mathieu, les deux sont à voir lequel on met en premier. Et c'est vraiment ça. C'est pour ça que tout à l'heure, on insistait autant sur, avant de parler de moyens, de parler du contexte. C'est parce qu'en fonction du contexte, on va pouvoir y associer, on va construire un puzzle, un Lego différent à chaque fois. Donc, si on considère justement qu'on est toujours sur ce même projet, quelle cible allez-vous recruter pour cette phase exploratoire? Donc là, justement, sur la phase on part du principe qu'on a commencé par des entretiens. Donc, justement, on y a déjà un petit peu répondu, mais votre nouveau cœur de cible sur lequel vous souhaitez aller, une cible potentielle ou une cible large? Et là, du coup, c'est assez partagé entre nouveau cœur de cible sur lequel on souhaite aller et cible large. Et du coup, en fait, la réponse, si j'arrive à l'afficher, hop, est plutôt cible potentielle. Encore une fois, comme on l'a vu avant, il y a plein de possibilités. Hop, je vais essayer de... Voilà, là, c'est mieux comme ça. En fait, on a essayé de simplifier un petit peu les choses. Évidemment, il y a plein de nuances, mais pour essayer de simplifier les choses, on peut, on va dire, identifier 3 types de ciblage. Il va y avoir donc ce qui est cœur de cible, et là, on va vraiment être sur des échantillons assez restreints qui vont vraiment en fait correspondre à vos personas, donc c'est-à-dire au profil type et vraiment, on va dire, au cliché de vos utilisateurs. C'est des cibles intéressantes, mais en général, c'est quand même mieux de les réserver pour des sujets assez spécifiques, comme par exemple un espace client, le contenu d'un programme de fidélité, ou alors faire des ateliers de co-construction avec eux. Donc ça, c'est pertinent dans ces cas-là, mais il ne faut pas oublier que du coup, on est vraiment sur une cible restreinte et il y a quand même le risque de passer à côté d'insights intéressants. Donc, c'est pour ça que c'est une cible intéressante, mais qu'il faut réserver à certains cas. La seconde catégorie, c'est justement la cible potentielle, où là, on va avoir un échantillon un petit peu plus diversifié et où là, finalement, on va venir toucher tous les profils, on va venir cibler, tous les profils que votre marque peut toucher. Donc, concrètement, on va être, si on peut schématiser, sur une cible de prospect. Et donc là, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir avoir un petit peu plus d'objectifs possibles, comme identifier les comportements et les besoins, tester l'appétence à un concept. Donc là, par exemple, comme ça pourrait être le cas dans l'exemple dont on parle. Voilà, donc ça va être... concrètement, ça va correspondre un petit peu à une cible de prospect. Et la troisième catégorie, c'est la cible large, où là, on va vraiment être sur des échantillons, ce qu'on appelle représentatifs, donc représentatifs de la population ciblée, de la population concernée. Et là, justement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans les objectifs possibles, on va justement pouvoir identifier un cœur de cible, donc avec une étude de ciblage, ou définir le potentiel d'un concept sur le marché, donc aller vraiment dans des projections plus chiffrées sur le potentiel sur le taux de pénétration qu'on va pouvoir avoir sur le marché. Voilà, donc c'est un peu, on va dire, les trois types de cibles qu'on peut identifier aujourd'hui, même si, encore une fois, il y a plein de nuances entre-temps. L'idée, c'était un peu de simplifier, de vulgariser le sujet. Et là, dans ce cas-là, comme on était vraiment sur de l'exploratoire, il vaut mieux partir sur une cible potentielle, comme on l'a vu, puisque trop large, on va toujours avoir ce souci de toute façon de consolidation des résultats. Et finalement, sur de l'exploratoire, ça ne va pas trop nous amener grand-chose d'être, on va dire, de trop s'étendre. Et le cœur de cible, surtout sur un nouveau projet, on ne va pas vraiment être sûr de quel est notre cœur de cible. Donc, on va viser un petit peu entre les deux, viser la cible potentielle pour être sûr de ne pas passer à côté d'insights et à la fois avoir des choses intéressantes qui vont émerger en interrogeant une population qui est déjà, qui semble, on va dire, déjà appétente au sujet. Et dans le chat, on a
on a une personne qui nous dit, alors c'est So, donc je ne sais pas si c'est Solène, Sophie ou autre prénom, qui dit: que pensez-vous de commencer par du quali pour définir des critères précis, ensuite utiliser le quanti pour valider sur un échantillon plus large? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le quali va donner, et là j'amène juste à un point de wording, le quali va définir des tendances et pas forcément des critères. C'est-à-dire que si on se base sur du quali pour dire que notre cible, notre cœur de cible à la fin peut être entre guillemets seulement des femmes de 18 à 25 ans, c'est plutôt le quanti qui va nous donner ça. Donc le quali va nous apporter des tendances sur les usages, les comportements, ce qui est fait, et les critères vraiment plus précis de ciblage, ça va plutôt être dans le quanti qu'on va les définir. Alors, en moyenne, combien de personas peut-on créer? Un ou deux, entre 3 et 5, entre 7 et 10, et plus de 10. Ici, on se posait vraiment la question dans l'objectif de l'étude où le livrable doit être des personas. Et du coup, au niveau des réponses, si. Hop. Oui, au niveau des réponses, la majorité effectivement bien répondu entre 3 et 5. Du coup, effectivement, la réponse était entre 3 et 5. Pourquoi on vous conseille, pendant vos démarches de recherche et pour la construction d'un projet digital ou autre, pourquoi on conseille de faire entre 3 et 5 personas? Tout simplement, c'est que si on en fait moins, bah, potentiellement, il y a de grandes chances que si on en a juste un ou deux, ils ne soient pas assez, on va dire, caractérisés, ils ne soient pas assez précis pour qu'on puisse créer des vraies hypothèses de scénario, qu'on puisse les utiliser réellement avec une vraie force dans la conception qu'on va faire derrière. À l'inverse, si on en fait 7, 8, 9 ou 10, là, il y a de grandes chances qu'il soit trop précis, qu'il soit trop divisé sur des, entre guillemets, des points de détail qui fait que ces points de détail, ils vont peut-être pas avoir une incidence très grande sur la conception. Du coup, autant essayer de les fusionner, de les recentrer autour des critères et des usages principaux. C'est vraiment ça, le contexte et les usages de chaque personnage qui va définir leur valeur ou pas. Dans le projet classique, on va dire, d'une application, nous, on est souvent sur 4-5 personas qu'on essaye de livrer à nos clients. Les cas, parce que ça arrive, hein, les cas où on a besoin d'en avoir 6, 7 ou 8, où on en a besoin vraiment d'en avoir plus. Pour vous donner un exemple très concret, on fait ce travail-là avec un de nos clients qui est dans le luxe et cosmétique, et on fait un travail de persona pour l'ensemble de leurs clients potentiels, c'est-à-dire que ce soit leurs clients pour du online, du offline, leurs clients pour du cosmétique, leurs clients pour du parfum, etc., etc. Donc, on cible pour un très grand groupe international l'ensemble des échantillons possibles, enfin l'ensemble des cibles potentielles. Du coup, on est vraiment sur un travail très large où on va plutôt être aux alentours de 7 personas différents qui vont chacun avoir des caractéristiques précises en fonction de si c'est des personas mixtes, si c'est des personas que online, offline ou sur les différentes catégories de produits que j'ai citées. Mais quand on reste vraiment sur un besoin, entre guillemets, assez cadré d'une application, d'un produit ou d'un seul service, 3 et 5, entre 3 et 5 est souvent le chiffre qu'on conseillerait. Du coup, la question suivante était, en général, à quelles questions peuvent répondre une étude quantitative? Combien et quoi, ou pourquoi et comment? Et là, du coup, je regarde les réponses. On est sur une quasi-unanimité de combien et quoi. Voilà, bon, c'était une question, merci Mathieu, c'était une question facile entre guillemets, mais effectivement, donc comme on le voit depuis tout à l'heure, c'est vrai que Quali et Quanti, ça se complète très très bien. En général, ça fait des bonnes combinaisons. Alors pas forcément, hein, des fois on va avoir besoin que de l'un ou que de l'autre, mais en tout cas, c'est vrai que le fait d'unir les deux donne une vraie force aux enseignements qu'on va pouvoir en tirer, et ça va vraiment venir se compléter. C'est-à-dire que sur ce qu'on appelle du quoi et qui, donc sur du quantitatif,
qualitatif. Si on prend un exemple, Mathieu parlait tout à l'heure par exemple d'analytics ou de données Content Square ou peu importe, en fait, ça va déjà donner une première information assez forte dans le sens où, par exemple, sur un parcours utilisateur, on va voir que sur telle page, on a un fort taux de rebond. Bon, c'est déjà une information super intéressante, super précise et qui permet vraiment de prioriser et de voir que c'est là qu'il y a un problème, on va dire le problème le plus important, le plus prioritaire. Mais finalement, si on n'a que cette donnée-là, on ne va pas savoir pourquoi il y a un fort taux de rebond sur cette page, qu'est-ce qui fait que les gens s'en vont. Et c'est là, en fait, que le qualitatif, la brique qualitative va pouvoir venir compléter cette donnée et expliquer pourquoi les gens partent. Et c'est ce qui va permettre d'agir par la suite. Donc, c'est vraiment la force des deux qui permet d'avoir des résultats intéressants. Et voilà. Et donc, effectivement, même si, encore une fois, c'est un petit peu plus subtil que ça, mais on schématise en disant que le quanti permet vraiment de répondre à quoi précisément, à qui, à combien aussi, évidemment. Et le quali va venir expliquer pourquoi et comment. Alors, vous avez entamé une refonte de votre homepage. Vous souhaitez tester la nouvelle version. Auprès de qui souhaitez-vous la tester? Donc, on a le choix entre vos clients réguliers, vos visiteurs réguliers, des personnes qui ne vous connaissent pas ou un mix de toutes ces populations-là. Et au niveau des réponses, on avait un mix qui se dégageait, ou sinon, c'était soit des visiteurs réguliers, soit des personnes qui ne vous connaissent pas. Et du coup, la bonne réponse, enfin en tout cas l'une des réponses possibles, parce qu'à chaque fois on le répète, c'est des conseils et des bonnes pratiques, mais on peut trouver des cas particuliers en fonction de contextes très précis. Ici, ce qu'on conseille de faire, c'est plutôt de parler à un mix de populations, tout simplement parce que chaque population va avoir son regard qui lui est propre. Si on parle qu'à ses clients réguliers et ceux qui connaissent par exemple notre site par cœur, ils vont avoir un regard assez expert. Si on parle à des gens qui ont l'habitude de venir de temps en temps, mais qui ne sont pas vraiment acheteurs de notre solution ou de nos produits en ligne, ils vont avoir un regard qui va être, on va dire, à moitié plein. Et alors que ceux qui viennent avec un regard complètement neuf, ils vont avoir un côté assez naïf dans les réponses. Et ils vont peut-être des fois manquer de contexte pour dire si c'est plutôt une bonne pratique, si c'est plutôt quelque chose qui leur convient ou pas, etc. C'est pour ça que ces trois regards sont souvent très intéressants et ces trois amènent plein de choses. Mais pour initier en tout cas une refonte, parce que c'est le cas ici, on veut entamer une refonte, et pour l'entamer, nous, on vous conseille plutôt de faire un mix de ces populations-là. Comme ça, on aura le plus de retours différents, qui sera nourri à chaque fois par des regards qui vont être différents, et ça va permettre tout simplement ce qu'on appelle dans les études, dans toutes ces thématiques de psychologie, sciences sociales, etc., des biais cognitifs, et ça va éviter certains biais. Et par exemple, l'un des biais ici, c'est le biais d'ancrage, c'est le fait de toujours comparer par rapport à une première version qu'on a pu voir ou qu'on a pu vivre. Par exemple, c'est le cas ici des personnes qui sont les clients les plus réguliers. Ils vont toujours comparer par rapport à leurs habitudes d'aujourd'hui. On a besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus neuf. Mais en même temps, avoir un seul regard neuf, ça va peut-être pas être une vision assez complexe pour tous les besoins. C'est pour ça qu'on conseille vraiment, quand on initie un projet, d'essayer d'avoir une cible élargie, comme on le présentait tout à l'heure, pour avoir le regard le plus complet possible. Et après, on pourra resserrer au fur et à mesure de la phase de conception en fonction de nos besoins. Et on a une question dans le chat d'Alexandra qui dit: si les clients actuels sont réfractaires au changement, mais que les utilisateurs extérieurs nous ont permis de révéler des soucis qu'il faudrait changer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est une très bonne question. Il faut essayer de comprendre tout simplement pourquoi les clients actuels sont réfractaires. C'est que, est-ce qu'ils ont peur du changement? Dans ce cas-là, en gros, vous pouvez faire le changement, mais il y aura besoin d'avoir un accompagnement à ce changement-là qui est assez fort. Ça va peut-être passer par autre chose qu'un travail très opérationnel de refonte. Ça peut être aussi un travail de communication, un travail de marketing, un travail de... si vous êtes sur un site e-commerce, ça peut être aussi un travail de SAV, ça peut être un travail de support. Vous pouvez vraiment prendre le sujet de plein de façons différentes. Et ça va être de comprendre pourquoi et de trouver des réponses
à ces différents freins. Mais généralement, c'est entre guillemets assez rare qu'il y ait une différence vraiment très très forte entre les clients réguliers et ceux qui arrivent. La plupart du temps, quand il y a une différence, justement, c'est plutôt une peur du changement et on a nos habitudes et on n'a pas, et comme tout le monde, hein, une fois qu'on a nos habitudes qui sont en place, c'est compliqué de les changer. Donc ça va être la clé, c'est la conduite du changement, c'est accompagner, c'est communiquer pour montrer la valeur du changement qu'on va apporter. Si on apporte en disant, bah, regardez, vous êtes sur une application, par exemple, l'application de votre banque, donc vous êtes sur votre banque en ligne, sur votre appli, si on vous propose un changement drastique à partir de demain, bah, peut-être que vous allez être réfractaire parce que vous avez des habitudes, vous allez vite, vous arrivez à suivre vos comptes, à faire les virements qu'il faut au bon moment et vous ne voyez pas forcément l'intérêt. Mais si pour l'entreprise, il y a un intérêt et qu'ils le font, l'idée, ça va être de montrer, bah, c'est un peu la preuve par l'exemple, c'est regardez, avant vous faisiez ça, vous avez toujours la possibilité de le faire et aujourd'hui de manière encore plus rapide et ça va vous amener tel bénéfice et tel bénéfice. Il faudra toujours essayer de prouver que ce qu'on fait est dans l'intérêt de nos utilisateurs. C'est le but de directement leur poser la question. Et oui, et c'est vrai que c'est une question intéressante parce que de toute façon, de par nature, les gens, enfin les utilisateurs sont toujours réfractaires au changement. On préfère toujours, enfin il y a alors c'est pas du tout un biais technique, mais moi j'aime bien l'appeler le c'était mieux avant. Voilà, il y a toujours il y a toujours de toute façon, enfin, les gens sont majoritairement réfractaires au changement. Et donc du coup justement, comme disait Mathieu, tout l'intérêt c'est de percevoir si dans les feedbacks c'est entre guillemets des vrais retours négatifs, on va dire de fond, ou si c'est juste parce que voilà, il y a ce biais d'ancrage qui fait que de toute façon ils étaient familiers avec ce qu'ils connaissaient et justement et ça se comment dire, ça se met en regard, enfin ça se contextualise aussi avec justement les feedbacks qu'on va pouvoir avoir des nouveaux utilisateurs, en tout cas des utilisateurs qui sont plus neutres, et ça va permettre de pondérer un petit peu tout ça. On va passer à la question suivante, donc la question 8, qui était pour un focus group, quel serait l'échantillon le plus approprié parmi les suivants. Donc 8 personnes de 20 à 35 ans allant à la salle de sport au moins une fois par semaine, 8 personnes de 20 à 65 ans allant à la salle de sport au moins une fois par semaine. Donc là, la différence étant la tranche d'âge, pardon, je me suis embrouillée. 12 personnes de 20 à 35 ans étant allées à la salle de sport au moins une fois au cours des 6 derniers mois, ou 12 personnes de 20 à 65 ans qui aiment le sport. J'essaye de regarder les résultats, mais la petite barre n'apparaît pas. Assez réparti sur les 2 premiers choix. Ok, très bien. Alors effectivement, il y avait plusieurs choses dans les dans les 4 propositions. Le premier, c'était tout simplement déjà la taille du groupe, enfin le nombre de participants. C'est vrai que sur un focus group, on considère vraiment que 10 personnes, c'est le maximum recommandé. Donc 8 en général, c'est plutôt une bonne moyenne. L'idée, en fait, c'est vraiment qu'il y ait une bonne dynamique du groupe et que les échanges soient fluides. Donc forcément, si on est sur un nombre trop important de personnes, ça va devenir assez confus, assez fouillis, et même pour le modérateur, ça va être plus compliqué à modérer et finalement à tirer avantage de la dynamique de groupe. Donc c'est mieux de rester sur des groupes, voilà, on va dire autour de 8 personnes. Et alors forcément depuis maintenant plus d'1 an, on est bien tous passés au focus group en ligne. Et ce qu'on a constaté, alors ça c'est plus voilà un avis, un conseil de notre côté, c'est pas quelque chose d'établi, mais c'est que nous on a plutôt tendance, quand on fait des focus group en ligne, à réduire le nombre de participants à 6. Encore une fois, toujours dans cette idée d'avoir des échanges plus fluides, étant donné que les échanges se font quand même pas de la même façon en ligne qu'en physique. Donc voilà, on essaie de réduire un petit peu la taille des focus group. Et au-delà donc de ce nombre de participants, l'autre critère important, c'était au niveau de l'homogénéité des groupes. Et c'est vrai que sur des focus group, alors on parlait tout à l'heure des entretiens, où on disait que c'était bien d'avoir des profils pas trop différents pour la consolidation des résultats. Pour les focus group, c'est toujours vrai, mais c'est d'autant plus important au-delà de cette
consolidation des résultats, c'est vraiment, encore une fois, pour la dynamique de groupe, c'est important d'avoir des profils qui soient homogènes. Si, par exemple, on a un focus group avec qui va, je dis n'importe quoi, comme là, c'était le cas dans les réponses de 18 à 65 ans, ça va être beaucoup plus compliqué d'insuffler cette dynamique et d'avoir des échanges qui prennent bien parce que on va avoir des personnes de 18 ans, des personnes de 60 ans qui vont finalement avoir moins de points communs, pardon, c'est la fin de journée, et qui vont moins se retrouver que si on avait des personnes avec des tranches d'âge un petit peu plus réduites. Là, je prends l'exemple des tranches d'âge, mais ça pourrait être un autre critère. Ça pourrait être, par exemple, des clients d'une marque ou d'une catégorie versus des non-clients, enfin des non-utilisateurs. Voilà, ça peut être plein de choses, mais l'idée, c'est vraiment de penser, il faut que les utilisateurs se parlent entre eux, il faut qu'il y ait des échanges fluides, que la dynamique de groupe prenne, qu'il y ait une bonne, on va dire, synergie tout simplement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des profils assez homogènes dans le même groupe, en tout cas. Et du coup, dans le chat, on a 2 questions. On a une première question qui était pour la question d'avant, qui est arrivée juste au moment où tu as enchaîné. Du coup, je t'ai laissé continuer. Qui était une question de Xavier qui dit, dans ce cas, est-ce qu'on ne peut pas être flexible, laisser l'option d'utiliser l'ancienne interface, donc, quand on parlait que les clients actuels pouvaient être réfractaires au changement, etc. L'un des points importants pour répondre à cette question-là, donc déjà, naturellement, nous, on dirait plutôt non. C'est-à-dire que si on met en place un changement, il faut y aller. C'est-à-dire que si on n'y va pas complètement, c'est qu'on n'est pas sûr de soi et que du coup, est-ce que c'est vraiment la bonne décision d'effectuer un changement? Donc, nous, on conseillerait de plutôt mettre, si on veut faire un changement, mettre tous les moyens en place, enfin tous les moyens à notre disposition pour mettre en place ce changement et justement accompagner, guider, expliquer pourquoi ce changement peut être bénéfique pour nos utilisateurs. Et le deuxième argument que j'aurais pour cette réponse-là, c'est que déjà, ça coûte de l'argent de mettre en place une nouvelle interface. Donc, en faire vivre 2 en parallèle, ça va doubler les ressources nécessaires pour la maintenance de ces interfaces-là. Et du coup, on aura besoin de dépenser 2 fois plus pour maintenir 2 interfaces qui font la même chose. Donc, l'idée, voilà, c'est en termes de ressources et d'argent. Il faut mieux en avoir qu'une seule en ligne que 2 qui nous coûtent de l'argent et qu'on a du mal à entretenir. Oui, et puis du coup, ça reporte le problème parce que si jamais 1 an plus tard, on veut encore faire une autre refonte, du coup, on va se retrouver avec potentiellement 3 versions, 4 versions l'année d'après. Donc, oui, effectivement, c'est plus gérable d'y aller à fond, comme tu dis, Mathieu. Et la deuxième question de Leslie qui nous dit à animer seul par le modérateur ou à plusieurs. C'est une bonne question, le nombre de... Donc là, pour le focus group. Pour le focus group. Je reprécise pour tout le monde. C'est une bonne question. Alors, là-dessus, il y a plusieurs éléments de réponse. Quand on est sur un groupe, on va dire, de 7-8 personnes, un seul animateur ou animatrice suffit pour gérer le groupe. Après, on peut être accompagné pendant notre animation par quelqu'un d'autre qui va nous aider à prendre des notes. Si on fait des ateliers, par exemple, si on fait un atelier avec des post-it, si on fait un atelier avec tout un tas d'autres méthodologies d'idéation, et si on a quelqu'un qui est là en support pour nous aider à mettre en place, gérer la logistique, parce que l'animateur, l'animatrice va vraiment être fixé sur les propos des participants, rebondir, enchaîner, poser les bonnes questions pour créer la discussion. Donc, malheureusement, on ne peut pas avoir des cerveaux qui se multiplient à l'infini. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient nous aider plus comme un support logistique que dans l'animation, ça peut être une bonne chose. Un des points aussi qu'il faut faire attention si on est vraiment 2 animateurs en même temps, c'est qu'on va créer des discussions parallèles, souvent. Et le but dans un groupe, c'est que chacun s'écoute, chacun s'entende et chacun rebondisse sur les propos que les autres avant vont prononcer. Et si on a des discussions en parallèle, on va vraiment perdre en qualité déjà. Donc ça va créer un brouhaha, les gens vont plus s'écouter. Et surtout, on sera plus attentif à tout ce qui se dit. Et on aura de la perdition de l'information. Les seuls moments où on peut vraiment avoir 2 animateurs en même temps dans un groupe, c'est que potentiellement, on va avoir un groupe qui va être de 10, 12, 15 personnes et qu'au fur et à mesure du focus group, on va créer des divisions. Donc, on va avoir 2 groupes de 6, 2 groupes de 7 pour faire des ateliers, pour faire des exercices vraiment
vraiment spécifiques. Et dans ce cas-là, chaque animateur va partir de son côté avec son bout de groupe. Et après, la mise en commun, on peut la faire ensemble. Mais voilà, il faut faire attention à ne pas dupliquer les discussions. Ouais, et aussi, pour tout ce qui est études modérées, et ça c'est valable autant pour des focus group que des entretiens, c'est important de vraiment minimiser les personnes en dehors de l'utilisateur qui vont être là, donc que ce soit quand c'est en physique dans une pièce ou même en ligne, parce que tout simplement à partir du moment où l'utilisateur n'est pas seul, il va forcément être biaisé, et ça c'est pas grave. C'est dans toutes les études il y a des biais, et l'idée c'est de savoir choisir et de les atténuer le plus possible, mais il faut aussi les accepter. Et du coup, plus il va y avoir si vous êtes dans un entretien, qu'il y a en face de vous un modérateur, qui a un preneur de notes aussi qui vous regarde vraiment, qui a 3 observateurs qui sont connectés en même temps. Bon, a priori, l'utilisateur va plus vraiment se sentir libre en tout cas, moins se sentir libre de ses paroles et de ses gestes. Donc voilà, donc l'idée, c'est effectivement qu'il se sente le plus en confiance et donc le plus seul, entre guillemets, possible. Alors, lors d'une série de 8 entretiens utilisateurs, vous testez 2 versions de votre nouvelle fiche produit. Suite au feedback, 5 utilisateurs préfèrent la version A et 3 utilisateurs préfèrent la version B. Que faites-vous? On lance la version A, vous retravaillez et lancez la version A, ou vous retravaillez les 2 versions. Et du coup, dans le chat, dans le questionnaire, nous avons une majorité de personnes qui on retravaille. Vas-y. Donc c'est ça, c'est la majorité qui est sur la dernière solution. Et du coup, c'est ce qu'on vous propose aussi. C'est-à-dire que, encore une fois, quel est l'intérêt du qualitatif et du quantitatif? Le qualitatif est là pour donner des tendances, pour donner des avis sur des aspects précis, par exemple ici sur une fiche produit, et d'expliquer pourquoi on préfère telle version et pourquoi on ne préfère pas l'autre version. Donc on va avoir, dans cette idée de comparatif, on va vraiment avoir des feedbacks vraiment qualitatifs, précis, qui vont donner tout un tas d'arguments de pourquoi la A ou pourquoi la B. Après, ça reste du qualitatif, donc on est sur un échantillon, de 8 personnes, et 8 personnes nous permettent de définir, d'identifier des tendances, mais ne permettent pas de valider une version plus qu'une autre, dans le sens où, en termes de statistiques, en termes encore une fois, de consolidation, comme quoi on leur a dit pas mal de fois ce soir ce mot-là, ça ne sera pas suffisant pour vraiment laisser une version de côté. C'est pour ça que nous, on vous conseille, sur la base des retours que chaque participant vous a fait, d'améliorer les 2 versions pour que après, potentiellement, en fonction de votre budget, en fonction de vos moyens, en fonction de votre planning, vous puissiez aller présenter ces versions-là sur un aspect du coup plus quantitatif. Ça peut être de la B-test, ça peut être plein de choses pour justement avoir après un vrai poids de nombre de participants pour venir appuyer une décision. Et souvent, c'est que si même à la fin de cette phase quanti, suite au retravail, on a encore, on va dire, un mix entre du A et du B, il faut aussi réfléchir potentiellement, si aucune des deux se dégage plus l'une que l'autre, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers une version C qui prendrait les meilleurs aspects des deux, ou alors tout simplement se dire, si les deux sont à peu près au même niveau, mais c'est des différences assez minimes entre les deux, si ceux qui choisissent la A ne sont pas totalement rétifs à la B et inversement, on peut faire un choix de l'une des deux en se disant qu'on ne va pas perdre grand monde en route. Mais voilà, il y a plein de choses à ça, il y a plein de conclusions différentes qu'on pourrait avoir. Mais encore une fois, on est sur du quali, on est sur 8 utilisateurs qui vont nous amener du feedback vraiment essentiel à la poursuite du projet, mais ça va être des tendances et ça ne va pas être une validation qu'on va venir chercher de telle ou telle fiche produit. Et donc la dernière question, donc la plus orientée quanti, qui était donc le plus important pour réussir son étude quantitative, c'est un échantillon large, un ciblage assez large, un échantillon représentatif avec une belle faute d'orthographe, avec des quotas, la rédaction du questionnaire, savoir lire et interpréter les résultats ou toutes ces réponses.
Je regarde. Il y a donc là effectivement la majorité qui a répondu toutes ces réponses et effectivement c'était à la fois question piège et à la fois question facile. Donc effectivement tous ces critères sont déterminants pour vraiment avoir des résultats fiables. Quand on dit études quantitatives, c'est vrai que la majorité des gens ont tout de suite bien en tête que c'est des échantillons qui sont plus grands, qui sont assez grands. Effectivement, c'est déjà un critère important. Donc, sachant que ce qu'on appelle grand, c'est aussi tout simplement à définir en fonction de la taille de la population cible. Si, par exemple, vous voulez faire une étude sur les Français de manière générale ou sur, je dis n'importe quoi, les lecteurs de SoFoot, je dis n'importe quoi, forcément, l'échantillon ne va pas avoir la même taille puisque la population cible, donc celle dont on veut apprendre des choses, n'est pas la même. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Il faut aussi savoir quelle marge d'erreur on veut accepter, quel intervalle de confiance on veut avoir, enfin, voilà, toutes ces petites choses statistiques, et puis aussi les lectures qu'on va vouloir avoir. Par exemple, si on reprend l'exemple classique de la population française, on ne va pas avoir la même taille d'échantillon si on se dit oui, là, je veux un résultat, enfin, je veux une lecture uniquement sur tous les Français et je n'ai pas besoin de faire de zoom ou de sous-lecture. Ou si on se dit, oui, l'idée, c'est que dans les Français, je veux comparer ensuite les 18-25 ans et les 35-49, etc. Donc, c'est tous ces critères-là qui vont permettre de définir la taille de l'échantillon. Mais au-delà de la taille, ce qui est important surtout, c'est qu'il soit représentatif. Ça, vraiment, j'insiste dessus parce que si vous... Donc, encore une fois, exemple facile, population française, si vous interrogez même 1000 personnes, mais que ces 1000 personnes n'ont pas de quota et du coup ne sont pas représentatifs de la population, si vous interrogez par exemple 1000 femmes de 18 à 25 ans, en fait, ça ne va pas fonctionner. Vous aurez beau avoir 1000 personnes, mais finalement, vous n'aurez pas l'avis de 1000, comment dire, d'une population qui soit représentative de la population française. Donc, c'est vraiment important quand on fait du quanti. Oui, c'est des grands échantillons, mais surtout, c'est des échantillons qui sont cadrés pour pouvoir avoir quelque chose de fiable. En termes de ciblage aussi, on l'a vu tout à l'heure, en quantitatif, c'est important, quitte à choisir, enfin à faire des arbitrages, d'aller vers un ciblage qui est plus large plutôt qu'un ciblage qui est trop restreint. Parce que encore une fois, on va vraiment avoir le risque de passer à côté d'enseignements importants et d'avoir du coup que des enseignements partiels, alors que le quantitatif, justement, nous permet de cibler ensuite sur une certaine tranche de la population. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à élargir, quitte à rezoomer ensuite sur une population qui nous intéresse plus particulièrement. Ensuite, évidemment, la formulation des questions est importante. Typiquement, là, le questionnaire qu'on vous a fait n'aurait pas marché puisqu'il y avait quand même pas mal d'indices dans les réponses qu'on proposait. Mais voilà, l'idée, c'est de formuler à la fois les bonnes questions et aussi dans le bon ordre. Et donc, voilà, donc tout ça, c'est aussi important de savoir le faire. Et puis, l'analyse des résultats. Typiquement, tout à l'heure, on parlait de sous-lecture, de zoom sur des populations. Il faut aussi faire attention à ne pas trop zoomer parce que si au final on se retrouve sur des populations, je dis n'importe quoi, je reprends l'exemple des femmes de 18 à 24 ans, mais que finalement il ne vous en reste plus que 30, ça va pas trop fonctionner. On fait souvent justement nous, des études sur des ciblages très larges, donc souvent représentatifs de la population française, pour justement pouvoir définir un peu des études de ciblage, en fait, définir quelle cible va être la plus appétente à un concept, à une idée, voire à un prototype parfois. Là, il faut forcément bien booster l'échantillon parce qu'après, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de lire les résultats sur cette population spécifique. Et si au sein de cette population spécifique, donc appétente, on veut regarder justement les plus jeunes ou les plus vieux, il faut qu'il nous reste assez de personnes. Donc, voilà, faire attention aux bases sur lesquelles on regarde les résultats. Et puis aussi, par exemple, dans les écarts de score, on va souvent avoir tendance à se dire, cette population a dit oui à 45%, cette population a dit oui à 49%, donc cette population est plus intéressée. La vérité, c'est que souvent, un écart de 4 points en pourcentage, surtout quand on est autour de 50%, c'est pas vraiment ce qu'on appelle significatif. Donc voilà, c'est important de savoir manipuler les chiffres pour analyser les résultats.
Et c'était la dernière question. Je vois que l'heure a bien tourné. Et puis au-delà des questions, encore une fois, là, nous, l'idée, c'était de partager nos bonnes pratiques et ce qu'on voit au quotidien. Il y a peut-être des choses qui vous ont surprise, peut-être des choses avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord. Et justement, ça peut être intéressant d'en discuter. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, il y a Alexandra qui lève la main. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'ai une petite question parce qu'en fait, je suis dans une entreprise où je suis la première UX. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout de prise en compte du besoin utilisateur quand je suis arrivée. Et comme on est en pleine fusion, en plus, la transition est difficile, on va dire. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez des conseils, par exemple, pour vraiment arriver à intégrer finalement la méthode UX au sein de l'entreprise. Parce que bon, c'est quelque chose que je fais petit à petit au quotidien, mais c'est vrai qu'il y a certains points où c'est un petit peu compliqué parce qu'ils sont plus dans une logique de sortir beaucoup d'écrans et à dire on n'a pas trop le temps et tout de rencontrer les utilisateurs, c'est compliqué. Enfin voilà, juste pour prendre des petits conseils. Non, mais c'est une super Merci. question et c'est si ça peut te rassurer, je me permets pardon de tutoyer. Oui, pas de souci. C'est un problème que rencontrent beaucoup de nos clients, donc tu n'es pas seule. Je pense, alors il y a plein il n'y a pas qu'une réponse, il y en a plein de possibles. Je pense que déjà ce qui est intéressant, c'est on va dire, au-delà des utilisateurs, de déjà comprendre aussi les besoins finalement des clients, entre guillemets, mais qui vont être les gens de l'interne, donc des différentes équipes. Tu parlais de fusion aussi tout à l'heure, donc j'imagine que si c'est justement deux équipes, deux entreprises qui se sont réunies, donc justement les utilisateurs n'étaient peut-être pas les mêmes, les besoins n'étaient peut-être pas les mêmes, donc je pense que déjà aller parler aux équipes, ça permettra non seulement de te donner du poids aussi pour toi et du coup pour l'UX, pour l'utilisateur, hein, quand je parle de tout ça, l'idée c'est vraiment l'utilisateur qu'il y a derrière. Et puis, je pense que justement, si tu es dans une entreprise et comme la majorité évidemment qui priorise la performance, les résultats, l'UX c'est de la performance. Si tu veux, on pourra aussi t'envoyer, il y avait notamment un article mais aussi un webinaire qu'on avait fait là-dessus sur justement quels indicateurs on peut mettre en avant quand on parle du UX pour justement aussi auprès des supérieurs. Il y a plein de choses, je veux dire la satisfaction de tes utilisateurs déjà en soi c'est un indicateur de performance. La conversion que cette satisfaction va générer, c'est un critère de performance. La productivité aussi, tout simplement, si tu arrives à construire une roadmap produit qui est fiable, que du coup tes développeurs vont travailler dans le bon sens, qui vont avoir moins de correctifs à apporter par la suite, ça va être de l'économie de temps, ça va être de l'économie d'argent. Donc ça aussi, c'est un critère de performance. Il y en a sûrement même d'autres que j'ai oubliés. Tout simplement, on parlait de satisfaction utilisateur, mais aussi, donc ça a de l'impact sur la conversion, mais aussi sur l'image que que ta marque va avoir. Donc forcément, tout ça aussi, c'est de la performance. Et je pense qu'il ne faut pas que tu hésites à interagir avec au-delà de. Alors, du coup, encore une fois, je parle sans savoir, je ne connais pas exactement comment est constituée ton équipe, quelles sont les différentes interactions, mais justement à bien évangéliser, à organiser des petites prises de parole avec toutes les équipes. Hein, je veux dire que ce ne soit pas justement réduit à l'équipe tech ou produit. Ça dépend de comment est organisée ta boîte. Mais justement de bien évangéliser autour de la légitimité, on va dire, et du besoin surtout de l'utilisateur. Et j'ajouterais juste un point. Déjà, j'appuie sur le côté métriques et indicateurs de performance. En fait, c'est clé. Et c'est clé parce que d'une part, tu deviendras meilleur dans ce que tu fais si tu arrives à mesurer l'impact de ce que tu fais. Et de deux, les personnes qui ont les pouvoirs de décision en entreprise utilisent ce langage-là. Du coup, tu vas utiliser le même langage qu'eux et tu vas réussir à leur parler. Et après, le point sur lequel je voulais aussi ajouter, c'est, comme je le disais tout à l'heure, il existe plein de méthodologies différentes et plein de formes différentes à toutes ces méthodologies-là.
tu as notamment toute la branche qu'on appelle les guérilla thèses. Donc, c'est des études version dégradée, entre guillemets, qui vont être moins coûteuses en termes de temps, de logistique, de moyens, de ressources, pour déjà avoir des premiers résultats. Donc, tu peux utiliser ces premières méthodologies, on va dire, avec un format assez light, pour les intégrer dans la roadmap actuelle et justement t'en servir pour prouver par l'exemple que ça amène de la valeur. Et après, c'est brique par brique, tu vas montrer que ça a de la valeur avec une version light. Donc, tu vas essayer d'avoir plus de temps ou plus de budget pour en faire une version un peu plus complète, etc., pour enfin que ça devienne un process qui est optimisé et qui est suivi dans le temps dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Mais pour être honnête, ça ne se fait pas en 2 minutes. Hein. C'est Oui, pas une histoire de 2 semaines. Mais en tout cas, c'est tout un tas de choses sur lesquelles tu peux travailler et qui vont t'aider. Ok. Bah, merci pour vos réponses et pour la présentation aussi pour la conférence. Peut-être rien. Et je viens de penser aussi, ça c'est des retours clients, et je ne dis pas du tout ça dans une démarche commerciale, ça peut être pour nous ou d'autres agences, d'autres prestataires. Mais c'est vrai qu'on a souvent le feedback que justement d'avoir une personne extérieure à l'entreprise qui vient présenter des résultats, qui est un peu, on va dire, juste jeté dans tout ça, en général, ça les aide à appuyer leur discours et à montrer, on va dire, l'importance des utilisateurs et de leurs besoins. Donc, parfois, ça peut aider. Après, le problème, c'est que c'est du budget aussi et que du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est que pour avoir le budget, il faut déjà avoir réussi à évangéliser un peu. Mais voilà, de retour de clients, ça les aide souvent à asseoir un petit peu leur parole, leur discours. Je vois qu'on a une dernière question. Quel profil ont généralement les personnes qui viennent à occuper ces postes, notamment en termes d'études? Alors, c'est une très bonne question. On va y répondre en 2 temps. Le premier temps, et on pourra le mettre dans le mail aussi, je me le mets en note à côté, c'est qu'on a sorti sur notre site un grand article, une grande page sur justement l'UX Research en général, et il y a une partie sur les métiers de l'UX Research et comment on devient UX Researcher. Donc, il y aura une partie de ce que je vais dire là par écrit. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que c'est quand même un domaine qui est assez nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un profil type qui arrive à accéder à ces métiers de l'UX Research. On peut avoir, et par exemple, entre Anaïs et moi, on a deux profils complètement différents. Et aujourd'hui, on travaille ensemble sur des études où moi, j'ai plutôt un profil à la base. Je viens du monde de la production, du coup, de la conception, du design. Et j'ai remonté les blocs pour arriver jusqu'à la stratégie et la recherche utilisateur. Et Anaïs était en institut d'études, donc quelque chose de plus gros en tout cas que moi j'ai vécu dans mes expériences passées, et aussi plus méthodologiquement précis, plus carré sur la mise en place de ces études, etc. Donc déjà, ça te montre que 2 profils différents peuvent arriver à la fin à travailler ensemble sur ces sujets-là. Et après, tu peux avoir en termes de formation, tu as des écoles avec des licences, des masters autour du digital, qui vont proposer des cours d'UX, des cours d'UX Research. Tu peux venir aussi du monde académique, par exemple des sciences cognitives, des sciences sociales et humaines, de la psychologie. Tu as des masters spécialisés en ergonomie derrière. Donc, en termes de formation, tu n'as pas une école type qui va te former au métier du UX Researcher, mais tu as plein de formations qui vont aborder le domaine. Et si tu es en cadre dans des études, tu peux te spécialiser au sein de tes stages. Tu peux essayer d'aller travailler dans des agences, soit des instituts d'études, des agences de conception qui ont une branche de recherche, et tu vas essayer d'intégrer cette branche de recherche. Tu peux postuler dans des entreprises comme la nôtre qui vont faire que de la recherche, dans des outils type Content Square, des A/B Testing qui font du quanti, qui font de la recherche aussi. Tu as vraiment plein de solutions. Et après, si c'est des reconversions, on voit aussi des personnes en reconversion qui viennent de tout un tas de profils différents. On vient de finir une formation qu'on a donnée aux équipes de Leroy Merlin. Et dans les équipes de Leroy Merlin, il y avait des personnes de tout âge qui étaient dans cette formation-là sur l'UX Research. Certains venaient du monde des ressources humaines et ils se réorientaient dans ce domaine-là aujourd'hui. Il y en a qui sortaient d'études plus généralistes et qui avaient besoin de se spécialiser plus en recherche.
voilà, il y a vraiment des profils différents et ça va plutôt être des qualités qu'on va venir chercher, donc des qualités d'écoute, des qualités d'analyse, des qualités d'observation, des qualités d'empathie, et c'est plutôt ça qui va être important pour trouver les personnes qui vont bien matcher avec ces postes-là, plutôt de se dire bah, il faut que tu aies telle expérience passée ou telle étude qui ont été faites. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi bien des gens qui viennent, qui ont des profils plutôt ingénieurs, qui viennent plutôt du technique, des gens qui viennent plus de la psychologie, des gens qui viennent du marketing. Ouais, il y a un peu tous les profils. Je crois que c'était la dernière question. Hop. Eh ben, merci aux dernières personnes qui sont restées pour le dernier bout de réponse. Comme l'a dit Anaïs, on va vous renvoyer tout ça par mail et on vous souhaite tout simplement une très bonne soirée et on vous dit à très vite. Pas mieux, tout comme toi Mathieu. Bonne soirée, au revoir.